Bonjour à tous, j'espère que vous passez un excellent dimanche. Il est 13h sur Al Oula, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Les Européens élisent leurs représentants au Parlement. En Belgique, les électeurs votent également pour les fédérales et les régionales. Un triple scrutin qui mobilise fortement les politiciens belgo-marocains pour défendre les intérêts de la communauté marocaine établie en Belgique. La plus grande fresque murale au Maroc, elle a été réalisée à Casablanca par de nombreux jeunes talents. Sur 1000 mètres carrés, on peut y observer plusieurs symboles qui caractérisent le quartier de Ain Sba où elle a été réalisée. Et puis en fin de journal, nous irons à Ouarzazate à la découverte de Qsbet Aït Ben Haddou, un ensemble d'architecture traditionnelle en pisé construit au XVIIIe siècle, patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonjour à tous. La semaine qui s'achève aura été marquée par d'intenses activités de Sa Majesté le Roi. C'était à Casablanca. Le rappel avec Souad Nachat. Lundi, palais royal à Casablanca, Sa Majesté le Roi Amir Mouminin a présidé la 3e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. La causerie a été animée par M. Mohamed Ben Kiren, membre du conseil local des Ulama de l'Araj, sous le thème « La préservation du hadith du prophète par les soins d'Amir Mouminin ». La 4e causerie religieuse a été animée par M. Saad Ben Taql Al-Ajmi, professeur à l'instance générale de l'enseignement coët, sous le thème « La question de la contestation dans l'esprit des pieux ancêtres ». Lundi, Sa Majesté le Roi a inauguré à l'arrondissement Sidi Moumen, préfecture des arrondissements de Sidi Barnossi, un centre médical de proximité Fondation Mohamed V pour la solidarité. Ce projet solidaire s'attache à améliorer les prestations médicales au profit des citoyens, consolider l'offre de soins en faveur des populations vulnérables et enfin assurer un développement humain global, durable et intégré. Le nouveau centre permettra d'accélérer les interventions en cas d'urgence médicale et d'atténuer la pression exercée sur l'hôpital préfectoral, les centres de santé de niveau 1 et 2 existants et éviter à des personnes souffrantes la peine de longs déplacements. La structure desservira une population de près de 500 000 habitants. Elle permettra d'assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la région. Autre inauguration royale, c'est au quartier Al-Quri'a, à la préfecture d'arrondissement d'El-Fid Amer Sultan, de la section régionale du Centre national Mohamed VI des handicapés. L'initiative est de nature à donner une nouvelle impulsion aux efforts d'intégration des personnes à besoins spécifiques. Prévention et prise en charge précoce du handicap d'un point de vue médical et éducatif, promotion du handisport et prise en charge sociale des enfants en situation de handicap sont les points focaux de la mission du centre. Ce nouveau centre devra aussi contribuer au développement des compétences et à la promotion de la recherche scientifique grâce à des partenariats avec le monde académique et scientifique. Il compte de nombreux pôles social, socio-éducatif, médico-social, sport, formation professionnelle et hébergement-restauration. Amir Mouminin a accompli la prière du vendredi à la mosquée Al-Isra ou Al-Mi'raj. Après la prière, Amir Mouminin a remis le prix Mohamed VI au major du programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées au titre de l'année 2017-2018. Depuis son lancement l'an 2000 et jusqu'à 2018, le programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées a bénéficié à plus de 3 millions de personnes, auxquelles s'ajoutent celles qui suivent le programme sur la chaîne Mohamed VI du Saint-Coran et sur le site web du ministère des Habous et des Affaires islamiques. L'ambition est de porter le nombre des bénéficiaires de ce programme à 4,5 millions de personnes, soit 1,5 million de personnes supplémentaires. Direction l'Europe, les Européens sont appelés aux urnes afin d'élire leurs représentants au Parlement pour un mandat de 5 ans. Il s'agit d'élire les 751 membres du Parlement. Au total, les électeurs de 21 pays sur les 28 que compte l'Union votent aujourd'hui, dernier jour du scrutin. Un scrutin qui s'est ouvert, rappelons-le, jeudi avec la Grande-Bretagne et les Pays-Bas.
Le taux d'abstention parmi les 427 millions d'électeurs estimés sera un enjeu, tant l'intérêt pour ce scrutin n'a cessé de chuter. Si le Parlement n'a cessé d'accroître ses pouvoirs depuis 2004, le scrutin est généralement marqué par une faible participation, 42,6 en 2014, particulièrement spectaculaire à l'Est. La Slovaquie avait battu le record il y a 5 ans avec 13% des votants. Et en Belgique, les électeurs doivent élire 21 eurodéputés au total, dont 12 flamands, 8 francophones et un germanophone. Les électeurs belges doivent également voter ce dimanche pour les fédérales et les régionales. Un triple scrutin donc qui mobilise fortement les politiciens belgo-marocains pour défendre les intérêts de la communauté marocaine établie en Belgique. Nisserine Ousdar. Véritable source d'enrichissement et de diversité culturelle en Belgique, les politiques marocains sont mobilisés sur tous les fronts pour ce triple scrutin. Ils en sont conscients. Leurs compatriotes les attendent sur plusieurs dossiers épineux. Lutte contre le racisme et la xénophobie, l'intégration des jeunes à l'emploi et bien d'autres défis. L'heure est donc à l'unité pour resserrer les rangs, renforcer les acquis sociaux et faire barrage à l'extrême droite. La communauté belgo-marocaine est importante. Elle est importante et elle doit se faire entendre, non seulement pour mettre un terme et faire barrage aux extrémistes, quels qu'ils soient, que ce soit l'ANVA, que ce soit le Vlaams Belang, mais aussi une partie du MR, que les choses soient claires. Et c'est aussi un vote important pour faire avancer certaines dispositions que nous voulons faire évoluer pour faire changer la société. Je pense que ça joue au niveau de Bruxelles, mais ça joue aussi par rapport à d'autres villes, donc Liège, Namur, Mons et Anvers, et même du côté néerlandophone. Je pense que le poids de la communauté, il est incontestablement aujourd'hui quelque chose d'assez important. Il bouscule les équilibres, mais il fait balancer aussi les rapports de force entre partis. Et je crois qu'il y a toute une série de facteurs. Il y a à la fois la question des relations internationales qui ont une influence de toute façon sur ces extrémismes, sur ces populismes. Il y a le terrorisme dont on a été victime ici en Belgique. Et donc ça, il ne faut pas se leurrer. Ça participe aussi à ces questions, évidemment, des extrémismes de gauche comme de droite. Et alors, ici, nous sommes évidemment en campagne, à la fois pour l'Europe, à la fois pour le fédéral et pour les régionales ici, donc en Belgique. Compte tenu de leur dimension continentale exceptionnelle qui pèse sur l'échiquier politique belge, les Européennes offrent également aux Marocains de Belgique l'occasion de faire entendre leur voix et de peser sur la balance. Hassan Bousta en fait partie. Avec ses camarades du Parti socialiste, il milite pour une Europe ouverte et égalitaire. Alors j'ai mis l'accent sur 3 thèmes. L'Europe sociale, parce que l'Europe sociale, elle est fondamentale. Il faut que l'Europe soit plus proche de ses citoyens. Il faut qu'elle soit plus égalitaire, parce que les inégalités ont beaucoup augmenté dans l'Union européenne depuis la crise financière de 2008. Il faut aussi que l'Europe soit plus durable. On a besoin d'une Europe qui soit attentive aux évolutions du climat, et donc on doit réduire les gaz à effet de serre, on doit organiser notre économie pour qu'elle soit plus durable. Qu'il s'agisse des européennes, des fédérales ou des régionales, et quelle que soit leur sensibilité politique, les candidats marocains auront mené une campagne acharnée pour que le curseur ne dérape pas à droite et pour défendre surtout les intérêts de leurs compatriotes établis en Belgique. Les Marocains représentent d'ailleurs la 3e communauté marocaine vivant à Bruxelles. On reste en Europe. La course à la succession de la première ministre britannique est ouverte. Déjà 7 candidats sur les rangs pour prendre le pouvoir et s'emparer de l'épineux dossier du Brexit après la démission de Theresa May. Ils sont déjà 7 candidats. Boris Johnson, grand favori des militants du Parti conservateur et ancien ministre des Affaires étrangères et ex-maire de Londres, a été un des artisans d'ailleurs de la victoire du Brexit au référendum de 2016. Dernière candidature en date, celle de Dominic Raab, figure de la nouvelle garde des conservateurs et fugace ministre du Brexit, et l'ancienne leader de la Chambre des communes, Andrea Linsom, et de Mac Hancock, le ministre de la Santé. D'autres pourraient suivre dans les prochains jours. Au Soudan, les négociations entre les dirigeants du mouvement de contestation et l'armée sont dans l'impasse sur le transfert du pouvoir aux civils. Les discussions ont été suspendues en raison de désaccords sur la composition du futur Conseil souverain qui doit être mis en place pour gérer la transition et sur la personne, un civil ou un militaire qui doit en prendre la tête. L'Alliance pour la liberté et le changement en fer de lance de la contestation a annoncé le lancement d'une campagne pour inciter les manifestants se rassembler depuis le 6 avril devant le
le quartier général de l'armée à Khartoum, mais aussi ceux d'autres villes, à l'aider à trouver une solution pour débloquer la situation. En visite au Japon, le président américain Donald Trump a renouvelé aujourd'hui sa confiance au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, malgré les récents essais d'armes menés par Pyongyang. Avant une partie de golf avec le premier ministre japonais Shinzo Abe, Trump s'est fendu d'un tweet matinal sur le dossier dans l'intention apparente de calmer les tensions. La Corée du Nord a lancé quelques petites armes, ce qui a dérangé certains dans mon pays, d'autres, mais pas moi, a lancé Trump. Je fais confiance au président Kim pour tenir sa promesse à mon égard, a insisté le locataire de la Maison-Blanche. Au Venezuela, premier tête-à-tête entre délégués de Maduro et Guaido à Oslo la semaine prochaine dans le cadre d'une médiation norvégienne. Guaido a indiqué que ses représentants s'entretiendront aussi bien avec le gouvernement norvégien qu'avec les représentants du régime de Maduro. La semaine dernière à Oslo, les délégations s'étaient réunies séparément avec leurs hôtes norvégiens mais n'avaient eu aucun contact bilatéral. Nous réaffirmons notre engagement à continuer à soutenir la recherche d'une solution négociée entre les parties au Venezuela, a ajouté le ministre norvégien des Affaires étrangères. Retour chez nous et nous le disions en titre, il s'agit de l'une des plus grandes fresques murales au Maroc, une œuvre qui met en avant le travail collectif de nombreux jeunes talents. Sur 1000 mètres carrés, elle a été réalisée au quartier Ain Sba à Casablanca et décorée de plusieurs éléments et symboles qui caractérisent le quartier. Sarah Katir. C'est au quartier Ain Sba que l'une des plus grandes fresques murales au Maroc a été dévoilée. Cette gigantesque œuvre murale de 1000 mètres carrés de superficie peinte est le fruit du travail du collectif Taraza qui regroupe de nombreux jeunes talents. Cette fresque murale a été réalisée avec des représentations qui font allusion, chaque coin et chaque recoin de cette fresque murale fait allusion à quelque chose qui est spécifique à Ain Sba. Vous allez retrouver la fameuse orange que tout le monde connaît dans ce quartier. Il y a une allusion aux eaux de Ain Sba avec un lion et à côté de ça des dessins qui représentent l'industrie puisque Ain Sba est à la base une zone très industrielle. Le mur a été progressivement paré de couleurs chatoyantes qui ont insufflé davantage de vie au quartier. Le zoo, le quartier industriel, la plage, autant de repères à Ain Sba sont représentés dans cette muraille pour le grand bonheur des habitants du quartier. La fresque offre un voyage visuel dont l'objectif est de rendre hommage au quartier de Ain Sba avec toutes ses composantes et aussi une invitation à d'autres quartiers pour lui emboîter le pas. Direction sud à présent, elle constitue un exemple de l'architecture traditionnelle du sud marocain. Située à quelques dizaines de kilomètres de Ouarzazate, Qasbat Ait Ben Haddou, un ensemble de bâtiments privés et publics construits en pisé au XVIIIe siècle. Le site est d'ailleurs classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Reportage Abdel Ali Ayad, Mohamed Ouahibi et Zakaria Mouqimbillah. Au flanc d'une colline, le Qsar Ait Ben Haddou s'impose au regard par sa beauté authentique et son cachet architectural. Avec un ensemble de bâtiments entourés de remparts, renforcés par des tours d'angle décorées, cet édifice est l'un des plus importants des ressorts du royaume. Il a été classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987 pour sa valeur artistique et culturelle. Il fait aussi partie des sites historiques nationaux. Le village abrite 6 kasbahs qui datent de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Au centre, il y a aussi des habitations construites en pisé. Plus loin, une forteresse historique et un grenier collectif. Nous avons découvert d'autres parties dont les caravansérails. C'était le lieu d'installation des caravanes commerciales qui transitaient par la région, surtout au XVIe siècle lors du règne saadien.
D'après les historiens, l'édification d'Ursar daterait du XVIIIe siècle, alors que la tradition orale l'attribue au Xe siècle. Ce lieu d'habitat collectif assurait la protection de la population et favorisait les activités économiques. Il dispose de remparts et de ruelles contiguës. La construction se faisait avec de l'argile et s'adaptait aux aléas climatiques. قصر أيت بن حدو هي من المناطق المهمة والمآثر التاريخية الكبرى ديال الإقليم ورزازات والجنوب. قصر أيت بن حدو est l'un des sites historiques les plus importants de la province d'Ouarzazate et du sud-est du royaume. Il contribue au développement des activités touristiques car le site est séduisant. Des cinéastes internationaux y ont tourné leurs films tels que Laurence d'Arabie, Un thé au Sahara, Prince of Persia et d'autres productions dont les faits se sont déroulés à la Kasbah Ayt Ben Haddou. Les constructions et les bâtiments ont connu plusieurs restaurations dans le but de leur préservation. Un exemple de la construction traditionnelle authentique qui allie confort et sobriété. On passe à présent au sport football, final retour de la CAF, la Renaissance sportive de Briken en quête du titre continental. La Renaissance sportive de Briken et le club égyptien du Zamalek croiseront le fer en finale prévue ce soir au stade Borj Al Arab d'Alexandrie. Les Brikanis s'attendent à un match très disputé. Les protégés de Mounir Jawani sont déterminés à ramener ce trophée à Briken après avoir réussi d'ailleurs un parcours exceptionnel en éliminant sur leur route des grands clubs africains tels que le Raja de Casablanca, les Congolais du Vita Club et les Tunisiens de Sfax. La Renaissance sportive de Briken s'est imposée, rappelons-le, 1-0 à domicile. Le seul but a été inscrit par Laba Kodjo à la 4e minute du temps additionnel de la rencontre. L'arbitre éthiopien Balak Tessema était désigné par la Confédération africaine de football pour officier cette finale retour de la CAF. Rendez-vous donc ce soir à 20h. Bonne chance à l'équipe de la Renaissance sportive de Briken en lui souhaitant surtout de ramener le trophée au Maroc. Voilà, c'est la fin de notre édition. Retour de l'info dans quelques secondes. Le JT en espagnol vous sera présenté par Nisrine Benranem. À demain.